Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Cet épisode, c'est le premier du Tour de France, donc un épisode spécial Tour de France. On s'était quitté sur le Giro, un Giro avec un dénouement assez exceptionnel, et donc se profile maintenant pour le mois de juillet le Tour de France, qu'on espère aussi serré avec autant de suspense que ce qu'on a pu vivre sur le Giro. Et donc, c'est un premier épisode dans lequel on va parler des favoris de ce Tour de France. Et ensuite, je vous ferai un épisode plus tard dans la semaine qui parlera de la première semaine où on va se pencher sur toutes les étapes de la première semaine pour imaginer un petit peu les différents scénarios qui pourraient s'y passer. Mais là, pour l'instant, on s'attelle à déterminer qui est le favori du Tour de France. Enfin, il y a un favori pour le Tour de France, c'est Tadej Pogacar. Et on va plutôt s'atteler à savoir pourquoi c'est le grand favori de ce Tour de France. Pour ça, je vous propose que dans un premier temps, on parle des étapes rapidement du Tour de France. On va parler du parcours de manière assez courte, hein. Je pense qu'en 5 minutes, ça sera fait. Ensuite, on va passer sur les cotes des coureurs pour voir qui sont les leaders. Et ensuite, on se penchera sur la start list provisoire qu'on a pour savoir quels coureurs seront épaulés par quels équipiers, parce que ça peut aussi avoir un impact assez important sur le résultat de cette course. Voilà, donc tout d'abord, on va se pencher sur le parcours de ce Tour de France. Moi, je dois dire que c'est un parcours que je trouve très, très montagneux. Hem, Au contraire de ce Giro, par exemple, qu'on a eu juste avant, qui était très serré parce que les étapes les plus dures étaient à la fin. Là, on a vraiment un truc où, en termes de montagne, c'est assez infâme. Je vous propose qu'on parle rapidement des premières étapes. Donc, on a un départ dans le nord, heu, avec une première étape de Lille à Lille. Ensuite, on va à Boulogne-sur-Mer et à Dunkerque. Donc, c'est 3 étapes où il peut y avoir des petites choses, notamment l'étape de Boulogne-sur-Mer, où on peut avoir des punchers qui gagnent. Ensuite, une étape qui va à Rouen, pareil, un peu de punch, un peu de sprint, voilà, c'est pas trop déterminé. Et ensuite, première étape importante pour le général, c'est ce contre-la-montre à Caen, donc à peu près plat, 33 km, donc c'est quand même une distance non négligeable. Et donc c'est là que vont vraiment se jouer les premiers écarts de la première semaine. Je pense qu'on va avoir une première semaine très animée, mais en termes d'écart entre les plus gros favoris du général, je pense que ça se jouera principalement sur cette étape-ci. Sur ce contre-la-montre entre Caen et Caen, donc, de 33 km qui sera une première difficulté majeure. Ensuite, on a une belle étape en Normandie, qui arrive à Vire, ou Virer, je ne sais pas trop comment on dit. Encore une fois, je pense que ça sera une étape à spectacle, mais on n'aura pas des écarts très importants. Mur de Bretagne le lendemain, un peu dans la même veine. Les favoris vont s'attaquer dans le mur de Bretagne, mais bon, ça fait 2 km à 7%. On n'aura pas des écarts phénoménaux. Et ensuite, un premier week-end infâme, le samedi dimanche, 2 étapes de sprint. Là, on va bien s'endormir, c'est un peu dommage, mais bon. Ça tombe comme ça pour le calendrier. Et puis un 14 juillet, qui est le lundi. Donc on va faire une première semaine du vendredi au lundi compris, avec un premier jour de repos le mardi. Pour que le 14 juillet, qui est un lundi, soit un jour de course, avec une belle étape qui va arriver dans le Massif central, au Puy de Sancy. Première étape de montagne avec 4300 mètres de dénivelé positif, donc c'est pas négligeable. Mais en fait, c'est du dénivelé qui est réparti un peu sur tout le long de l'étape. Et on a une petite bosse finale de 3 km à 7% où les favoris vont s'attaquer. Je pense il y aura des petits écarts, mais je m'attends pas à avoir des grandes manœuvres. Je m'attends pas à avoir des écarts plus importants que ce qu'il y a sur le contre-la-montre. Donc en fait, on va dire une première semaine très animée, mais avec des écarts en général qui seront surtout sur le contre-la-montre. Et ensuite, on arrive directement quasiment dans les Pyrénées, une étape à Toulouse, avant d'arriver dans les 3 étapes des Pyrénées. Et là commence la montagne très sérieuse. Une arrive à Hautacam au sommet, donc première arrivée très compliquée. Ensuite, un contre-la-montre sur Péragude, 11 bornes de montée. Là, ça va faire des très gros écarts aussi au classement général. Et ensuite, une troisième étape de pyrénéenne de montagne, où là, on va enchaîner 5000 mètres de dénivelé positif, avec 4 cols qui vont s'enchaîner, Tourmalet, Aspin, Persourde, Super Bannière de Luchon. Bref, une grosse, grosse, grosse étape de montagne. Et donc là, on sera qu'en milieu de deuxième semaine, en fait, finalement. Mais on aura déjà eu un contre-la-montre, puis 3 étapes de montagne où il peut y avoir des gros écarts. Et ensuite, pour finir la semaine, une étape qui va à Carcassonne, qui sera un peu plus pour les baroudeurs, mais ce qui veut dire qu'après cette deuxième semaine, on aura déjà eu beaucoup d'opportunités de faire des différences en montagne et beaucoup d'arrivées au sommet, hein, tout simplement. Donc on peut s'attendre peut-être à beaucoup de courses de côte, mais je pense que là, eh ben, les favoris se sont déjà mis des grosses mandales, et à mon avis, on aura des écarts au général qui seront déjà assez conséquents, hein, à ce moment-là, hein. À la fin de la deuxième semaine, surtout connaissant les animaux que sont Vingegaard et Pogacar, surtout Pogacar, et ben, à ce moment-là, à mon avis, ça m'étonnerait pas que le cinquième soit déjà à 3 minutes, voire plus. Donc voilà, ça c'était la deuxième semaine. Et troisième semaine, vu qu'on n'avait pas eu assez de montagne, le Mont Ventoux pour la reprise du lundi, du mardi, qui fait plaisir. Donc Mont Ventoux,
Arrivé au sommet, course de côte, chip là, là faudra faire gaffe au vent, et ensuite on arrive sur le Mont Ventoux. Donc évidemment, le Mont Ventoux, c'est très dur, et évidemment, il y aura des gros écarts sur cette ascension-là. Ensuite, petite étape de transition, et là arrive le triptyque infernal, enfin non, le diptyque plutôt infernal des Alpes, parce qu'on aura deux étapes avec des arrivées au sommet, puis une étape qui va arriver à Pontarlier qui sera plus pour les baroudeurs, mais l'étape du col de la Loze, tout simplement 5600 mètres de dénivelé positif, même le Giro n'avait pas osé faire ça sur sur les étapes les plus difficiles. Donc là, bah, col du Glandon, voilà, tout simplement, col de la Madeleine et ensuite col de la Loze. N'importe quoi. En termes de dénivelé, c'est vraiment ahurissant. C'est pas le versant le plus dur du col de la Loze, mais donc là, ça va faire très mal, hein. Donc on peut encore faire des étapes sur celle-ci. Et si jamais on n'avait pas réussi à se départager au général, il y a l'étape d'Albertville-la-Plagne. Pareil, plus courte cette fois-ci, 130 km, 4700 mètres de dénivelé positif, une arrivée à la Plagne qui est très dure. Autant la Lose, on passe pas par le versant le plus difficile, autant pour la Plagne, c'est quasiment 20 bornes à 7%. Donc évidemment, il y aura des écarts sur cette étape-là. Et si ça se joue que dans la Plagne, il y aura déjà des écarts. Mais si en plus ça s'attaque avant dans le col des Saisies, dans le Cormet de Roseland, on peut aussi avoir d'énormes écarts en montagne. Et ensuite, on a donc cette qui va jusqu'à Pontarlier, plutôt pour les baroudeurs. De toute façon, je pense que le général sera plié depuis très longtemps sur cette étape-là. Donc bon, pas grand-chose à signaler. Avant l'arrivée à Paris, où cette fois-ci on va passer par Montmartre. Mais désolé pour le suspense, le Tour de France sera déjà plié à ce moment-là, je pense. Donc ça m'étonnerait très fortement qu'on ait des attaques dans les côtes de Montmartre. Tout ça pour dire que c'est un Tour de France avec, si on compte les arrivées au sommet, dont le Mont Doré, pardon, dans le Massif central, on a le Mont Doré au sommet, Hautacam au sommet, Péragudes, contre-la-montre avec arrivée au sommet, Luchon-sur-Bernière, arrivé au sommet, Mont Ventoux, arrivé au sommet, La Loze, arrivé au sommet, La Plagne, arrivé au sommet. C'est tout simplement délirant, la difficulté de ce Tour de France, et ça va uniquement se jouer à la pédale, hein. Franchement, ça sera très très compliqué. J'ai même, pour tout vous dire, presque peur que le Tour de France soit joué avant la troisième semaine. Après, tout peut se passer en troisième semaine, hein, les formes peuvent évoluer, mais ça serait pas étonnant que l'étape de la Loze et de la Plaine soit un peu escamotée, parce que en termes de général, ça sera déjà joué, quoi. Donc bon, un tour très très montagneux, très peu de contre-la-montre finalement, parce qu'il y a 33 km qui sont plats, et ensuite il y a 10 km mais en montée, donc c'est plus pour les grimpeurs aussi. Donc étape qui fait vraiment vraiment la part belle aux grimpeurs. On a quelques étapes de sprint aussi. Ils ont essayé de mettre des petites difficultés pour pas avoir des étapes trop chiantes, mais bon, le premier week-end, ça sera compliqué de pas faire la sieste quand même. Tout ça pour dire que donc le vainqueur du Tour de France, ça sera forcément un très très bon grimpeur et même un mauvais rouleur pourrait s'imposer. Mais bon, on sait que maintenant les favoris pour le Tour de France ne sont pas mauvais rouleurs. C'est fini l'époque des Romain Bardet et des Nero Quintana, donc voilà, ça sera un Tour de France très très difficile. Et donc c'est pour ça que le premier favori c'est Tadej Pogačar qui est coté à 1,35 d'après Winamax. Donc 1,35 ça montre vraiment une ultra domination parce que 1,35 c'est plus d'une chance sur deux que Pogačar remporte ce Tour de France. Le deuxième c'est Vingegaard qui est coté à 3,25 et ensuite Remco est à 20. Donc on voit un mini duel Pogačar-Vingegaard et encore 1,35 versus 3,25. Ça montre quand même que pour les bookmakers, il y a une immense chance quand même que Pogačar soit au-dessus que de Vingegaard. On lui donne un gros avantage avant le départ du Tour de France. Et ensuite, après, derrière, c'est le désert, hein. Remco côté à 20. C'est totalement fou que le troisième favori soit côté à 20. Ce qui montre vraiment que ça se résume à un duel Pogačar-Vingegaard d'après les bookmakers, avec un gros avantage sur Pogačar quand même. Quelles sont les raisons de cette différence de cote entre les deux? Bah, c'est tout simplement que Pogačar, depuis 2 ans, il est sur un nuage. On sait que Vingegaard a battu Pogačar sur le Tour de France en 2022, en 2023. On a vu qu'en 2024, il n'y avait pas vraiment match, mais Vingegaard revenait de blessure à ce moment-là, tandis que Pogačar avait une année fabuleuse. Et le problème, c'est que cette année, on est à peu près dans la même dynamique. Pogačar fait un début de saison ahurissant. Sur le critérium du Dauphiné, il était insultant de facilité. Et Vingegaard, bah, il a encore eu des pépins, sur Paris-Nice notamment. Euh, il a repris sur le critérium du Dauphiné. Il sera plus fort que sur le Dauphiné, parce que c'était sa course de reprise. Mais il était quand même impuissant par rapport à Pogačar, hein. Il tenait toujours 300 mètres dans la roue, puis après il explosait.
Donc ça montre quand même sur l'état de forme du Dauphiné, on avait un Vingegaard largement en dessous de Pogačar. Après, les formes des deux sont destinées à évoluer pardon, d'ici le début du Tour de France. Il y a plus de marge de progression pour Vingegaard que pour Pogačar, mais j'ai quand même l'impression que Pogačar, il a passé un palier depuis l'année 2024 qui le rend tout simplement invincible. Et j'ai peur que Vingegaard, même un Vingegaard stratosphérique comme on avait eu en 2023, ça soit pas suffisant pour aller battre un Pogačar. Donc c'est pour ça que les bookmakers pardon, ont mis Tadej Pogačar comme un excellent favori, coté à 1,35. Il faut dire qu'il a aussi, donc en termes de parcours, bah, c'est difficile de dire ce qui convient pas à Tadej Pogačar, hein. Les premières semaines, elle est plutôt à son avantage, parce que c'est des arrivées punchy, etc. Je pense qu'il peut reprendre du temps à Vingegaard, sans parler du chrono, parce que sur le chrono, on a un peu des incertitudes. Sur le chrono plat, je veux dire, parce que sur le chrono du Dauphiné, Vingegaard était meilleur que Pogačar, mais on avait un Pogačar qui était un peu étrange, pour être tout à fait honnête. Donc je pense pas qu'on puisse considérer que c'est l'état de forme normal de Pogačar, ce qu'on a vu sur le Dauphiné. Donc c'est un peu difficile de le placer en référence. Moi je pense que sur le contre-la-montre de Caen, c'est à peu près kiff-kiff entre Vingegaard et Pogačar, voire léger avantage Pogačar parce que c'est vraiment tout plat. Sur le contre-la-montre de Péragude, bon bah c'est de la montagne, et puis sur toutes les autres épreuves de montagne, on pourrait dire léger avantage pour Vingegaard, parce que dans les années 2022-2023, sur les très très grosses étapes de montagne, je pense à la Lose, je pense à Otakam, c'était Vingegaard qui était meilleur. Sauf que je pense qu'on a vraiment un changement de référentiel à prendre en compte. Pogačar n'est plus le Pogačar de 2022 ou 2023, et Vingegaard est toujours à peu près le même qu'en 2022 et 2023, voire il s'est blessé entre deux. Donc je pense que ça sera sur les étapes de très haute montagne que Vingegaard peut faire basculer Pogačar, mais la question c'est est-ce qu'il en aura les capacités? Franchement, c'est un gros point d'interrogation. C'est pour ça que Vingegaard est coté seulement à 3,25 par les bookmakers. On ne sait pas non plus si en termes de préparation il est à 100% ou pas. Moi je pense qu'il sera pas loin de son état optimal, mais voilà. Sur la première semaine, il va perdre un peu de temps, ça sera anecdotique parce qu'il y aura trop de difficultés en deuxième et troisième semaine pour qu'on s'en soucie vraiment. Mais en fait, ce que j'ai peur, c'est que même dans les grosses difficultés montagneuses des deuxième et troisième semaines, Vingegaard ne soit pas capable de rivaliser avec Pogačar. Donc pour l'instant, sur le Dauphiné, on a eu des montées qui étaient assez courtes quand même. Il faut le dire. Grand maximum 30-35 minutes, alors que là, on aura des montées infernales qui vont durer 1 heure pour certaines. Je pense au Mont Ventoux, je pense à Otakam, je pense à la Lose. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu un duel Pogačar-Vingegaard sur des montées si longues avec les deux à leur prime depuis très longtemps. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai quand même peur que Pogačar ait passé un cap qui fasse qu'il soit encore plus difficile à déboulonner que ce qu'il ne l'était par le passé. Donc voilà pour Pogačar. À noter également qu'il a une équipe très au point, puisque ses leaders, ses lieutenants principaux ne seront autres que Almeida et Adam Yates. Almeida qui fait un début de saison de folie, qui est très en forme. Almeida qui est un coureur très dévoué, c'est pas forcément le cas de Juan Ayuso, on sait, mais Almeida c'est très dévoué. Adam Yates, je sais pas trop quoi penser de son Giro, il était probablement un peu en dedans. Je pense que ça sera un très bon lieutenant quand même en montagne sur ce Tour de France. Puis après, de toute façon, il reste Sivakov et Soler si jamais. Donc ça, c'est quand même des bons équipiers en montagne, même si c'est pas des lieutenants qui peuvent accompagner sur des attaques d'autres leaders. Et puis après, Wellens, Narvaez, Polit, qui vont faire le rythme en début de montée, qui vont faire le rythme sur le plat, qui peuvent lancer des attaques punchy. Tim Wellens, nouveau champion de Belgique d'ailleurs. Donc vraiment une équipe très solide autour de Pogačar. À n'en pas douter. Si on parle un peu plus de Vingegaard, Vingegaard, il vit une année 2024 compliquée. On a cru un moment qu'il allait pouvoir combattre Pogačar sur l'étape du Luran, avant de se rendre compte que finalement sa préparation n'était pas assez bonne pour tenir l'ogre slovène sur la fin du Tour de France. Là, pareil, début de saison un peu compliqué. Il monte tranquillement en pression sur le critérium du Dauphiné. Je pense qu'il va beaucoup progresser entre le Dauphiné, le Tour de France, mais j'ai peur qu'il soit quand même un poil en dessous de l'ami Pogačar. À noter que par contre, Vingegaard a aussi une très belle équipe, puisqu'en lieutenant en montagne, il aura Sepp Kuss, Matteo Jorgensen. Donc Jorgensen qui était un peu court sur le Dauphiné, mais je pense que ça sera un très bon équipier. Simon Yates qui sort vainqueur du Giro, je pense qu'il sera un peu émoussé quand même. Je le vois pas en meilleur niveau que Adam Yates par exemple, mais je pense que intrinsèquement, peut-être qu'Almeida est plus fort que Jorgensen, Kuss et Simon Yates en montagne.
mais les autres sont un peu, il y a un peu plus de densité quand même chez Visma Leaseback, donc finalement ça va être à peu près kiff-kiff. Sinon, on aura Kampenarts, Benoît a fini pour le plat, et puis Van Aert un peu partout, donc c'est aussi une très belle équipe. Donc on a deux très belles, des belles équipes d'un côté et de l'autre, mais on aura aussi des gars dans le top 10. Je pense que Jorgensen va faire top 10 du Tour de France. Je pense qu'Almeida va faire Tour de France, top 10 du Tour de France. Je vois plutôt Almeida quand même devant Jorgensen. On aura l'occasion d'en reparler juste après, mais bon, on a deux équipes très solides, là, il n'y a rien à dire. Et sur le plan du parcours, bah, techniquement, si on dit que Vingegaard c'est le meilleur grimpeur du monde, il y a beaucoup de quoi attaquer sur de la montagne. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais bon, il y a énormément d'étapes de montagne dans ce Tour de France, donc il aura l'occasion d'attaquer Pogacar, de l'user sur des cols qui sont longs. Reste à savoir s'il aura les capacités nécessaires pour aller déboulonner le Pogacar version 2024-2025. Mais en tout cas, il y aura beaucoup d'étapes de montagne. On sait que la Visma Leaseback, c'est une équipe qui est ambitieuse, qui est mieux organisée que la UAE, parce qu'il faut dire que l'UAE sur le Giro, c'était un sacré fiasco. Après, là, sur le Tour de France, c'est moins compliqué parce que c'est tout pour Pogacar, mais je trouve que globalement, tactiquement, la Visma est quand même un peu meilleure que Pogacar, mais je suis pas sûr que ça soit suffisant pardon, pour faire gagner Jonas Vingegaard sur ce Tour de France. Et c'est pour ça donc que Vingegaard est coté à 3,25. Je pense que s'il n'y a pas de problème, c'est sûr que les deux vont faire un et 2. Là, je me mouille pas trop. Et je pense que ça sera dans l'ordre Pogacar puis Vingegaard. Et j'ai même peur que Pogacar écrase le Tour de France avant même le début de la troisième semaine. Mais si jamais Vingegaard est pas trop loin, il peut toujours renverser le Tour en troisième semaine. C'était un peu la chimère qu'on avait l'an dernier, en 2024, en se disant oui, mais attends, la troisième semaine, Vingegaard sera monté en pression, il sera capable de lâcher Pogacar. On avait eu une troisième semaine très montagneuse aussi, mais finalement on avait vu que Pogacar restait plus fort. Qu'on verra comment ça va se passer. J'ai un peu peur de cette configuration pour être honnête, mais voilà. Pour l'instant, l'avis des bookmakers et mon avis, c'est que Pogacar sera en duel avec Vingegaard et qu'il aura quand même un sacré temps d'avance au départ du Tour de France et à l'arrivée, je pense aussi. Ensuite, côté avant, on a Remco Evenepoel. Remco Evenepoel qui est leader de la Soudal Quick-Step. On n'a pas encore la composition exacte de la Soudal Quick-Step. C'est pas impossible qu'on ait une partie de l'équipe qui soit dédiée à Tim Merlier sur les sprints. C'est même très probable d'ailleurs. Donc Evenepoel n'aura pas une équipe 100% à lui. Il devrait quand même avoir Valentin Paré-Peintre et Ilan Van Wilder en soutien en montagne. C'est pas beaucoup, parce qu'on sait que Mikel Landa est blessé, et donc une équipe Soudal assez faible en montagne. Ceci dit, on va pas se mentir, vu les armadas qu'ont UAE et Visma Lease Bike, voire même peut-être Red Bull, mais je pense plutôt UAE et Visma Lease Bike, je suis pas sûr qu'on ait besoin de beaucoup d'équipes capables de rouler en montagne. Le rôle de Remco, ce sera plutôt pardon, de s'accrocher le plus longtemps possible. Et si les côtés à 20, c'est qu'on n'imagine pas trop qu'il soit capable de se mêler à la lutte pour la victoire. Et je m'attends quand même à un scénario assez proche de celui de l'an dernier. On a un Remco qui revient aussi de blessure, qui est monté un peu en pression sur le Critérium du Dauphiné. Il sera meilleur sur le Tour de France que sur le Critérium du Dauphiné. Il sera en jaune en première semaine. Ça, c'est quasiment certain, parce que sur le contre-la-montre, à ce moment-là, il n'aura pas beaucoup de retard sur le maillot jaune. Il aura surtout pas beaucoup de retard sur Pogacar. Et je pense que c'est le meilleur chronomane du monde en ce moment. Donc, à mon avis, Remco prendra le jaune en première semaine. Est-ce qu'il va le perdre dans l'étape du Massif central ou dans la première étape pyrénéenne? Je ne sais pas trop. Mais c'est sûr qu'il va le perdre, je pense. Et à mon avis, il sera à peu près seul dans la galaxie des troisièmes. Et donc, je m'attends vraiment à un scénario proche de ce qu'on a vu l'an dernier. Avec Pogacar, un peu plus loin Vingegaard, beaucoup plus loin Evenepoel et beaucoup plus loin le reste. Ceci dit, moi, il y a quand même certains coureurs qui pourraient inquiéter euh, Evenepoel pour la troisième place. Je pense notamment à Jean Almeida. Almeida qui fait un début de saison très fort, sur des courses avec peu d'adversité, mais il a vraiment géré à chaque fois. Almeida, il est coté à 50 sur le Tour de France pour Winamax, donc contre 20 pour Remco Evenepoel, ce qui montre que Almeida n'est pas le favori pour la troisième place. Surtout qu'Almeida va devoir travailler un petit peu pour Pogacar, donc il pourra pas toujours s'occuper d'Evenepoel. Pour rappel, Almeida a fait quatrième l'an dernier. Almeida va faire top 4 cette année, j'en suis presque certain. Et ça m'étonnerait pas qu'il puisse aller chatouiller Remco Evenepoel. Ça dépendra des circonstances de course. Ça dépendra de Pogacar, mais vu la forme qu'il tient en ce moment, c'est vraiment un objectif qui est atteignable pour le Portugais.
Et dans ce match pour la troisième place, il y aura un quatrième coureur, d'après les cotes Winamax. C'est Primoz Roglic qui est coté à 40. Donc Roglic qui sera le leader de la Red Bull Bora. Roglic qui n'a jamais gagné Tour de France, qui n'en gagnera pas dans sa carrière, je pense malheureusement. Et là, je sais pas quoi en penser. C'est vraiment Roglic, l'énigme, tout simplement. Ce Tour d'Italie incompréhensible. Il s'avance pour être le grand favori. On se rend compte qu'il est pas à fond au début, il tombe sur l'étape des Strade Bianche, il retombe, etc. Il perd du temps, il abandonne. Est-ce qu'il a fait exprès pour dire je préfère me concentrer sur le Tour de France? Je suis pas certain, mais le comportement de Roglic sur le Giro d'Italia était vraiment lunaire. Donc je sais pas où le positionner. Il n'a pas recouru depuis. Quelle était la gravité de sa blessure? Enfin de sa blessure, sa méforme au moment où il a abandonné, on sait pas trop. Où il en est actuellement, on sait pas trop. Le parcours lui convient plus ou moins, enfin pas moins qu'un Almeida, pas moins qu'un Evenepoel. Donc il pourrait être dans la bataille pour la troisième place. Mais Roglic n'est pas fiable, tout simplement. Donc moi j'ai un peu du mal à le voir se battre pour la troisième place. J'ai même mal pardon, à le voir finir le Tour de France. S'il le finit, il sera peut-être top 3, hein, mais je pense qu'il y a plus de chances qu'il abandonne plutôt qu'il finisse. Donc Primoz Roglic, catégorie instable, catégorie pas fiable. Donc c'est pour ça qu'il est coté seulement à 40, soit deux fois plus que Remco Evenepoel, hein. Parce que sur les qualités intrinsèques, en montagne il peut être meilleur, en chrono il est pas très loin de rivaliser, mais trop instable. Donc il est coté à 40. Et dans son équipe, on a Florian Lipovic qui est coté 70, 75 même. Florian Lipovic qui est censé être donc le lieutenant de Primoz Roglic. Il y aura aussi Vlasov qui sera dans l'équipe pour épauler en montagne. Euh, Quel sera le rôle de Lipovic? Je pense qu'il faut surtout pas lui faire perdre de temps au début, parce qu'il est possible que ce soit le leader de rechange de la Bora, donc de la Red Bull Bora. Il a fait un très bon critérium du Dauphiné, qui finit à la troisième place. Après un Dauphiné, c'est pas un Tour de France, c'est qu'une semaine. Sur le Tour d'Espagne l'an dernier, son premier grand tour, je crois, si je dis pas de bêtises, il avait fini septième, derrière des Godu, des Schielmose, donc c'est- c'était une bonne performance pour un premier tour, un grand tour, je veux dire. Là, j'ai quand même du mal à le voir faire mieux. Déjà, un top 5, ça serait très bien, je pense, pour Florian Lipovic, parce que il y a 3 places devant qui sont verrouillées, probablement 4 avec Almeida, et je le vois pas faire beaucoup plus haut. Je pense même qu'il y a des coureurs derrière lui qui peuvent performer un peu mieux. J'ai peur que 3 semaines si intenses, si difficiles, ça soit trop pour lui, mais ça sera vraiment un coureur à suivre, Florian Lipovic, pour ce Tour de France. C'est pour ça qu'il est coté à 75. Et ensuite, côté à 100, le coureur de la Visma The Bike, Jorgensen et Yates. Jorgensen, je pense que c'est un coureur qui peut à peu près rivaliser avec Lipovic, même si Lipovic lui a mis une belle distance sur le critérium du Dauphiné. Jorgensen, pardon, sera équipier de Vingegaard, donc il n'aura pas non plus le champ libre. Mais on a vu l'an dernier que c'était un coureur solide. Si je dis pas de bêtises, il finit sixième du Tour de France l'an dernier. Donc voilà, un coureur à ne pas sous-estimer, Jorgensen. La première semaine lui convient beaucoup. Il sera pas très loin du maillot jaune à la fin de la première semaine. Sur les grosses étapes de montagne, il va un peu plus galérer. Donc non, je disais, il est sixième, non, il était huitième l'an dernier sur le Tour de France. Je pense que c'est un top 10 encore pour lui cette année. Reste à savoir quelle place il sera. Avec lui, il y a aussi Simon Yates qui est coté à 100. J'ai quand même beaucoup moins foi en Simon Yates. Il faut dire qu'il a affiché un très beau niveau sur le Tour d'Italie. C'était pas du tout la même adversité. Et en général, c'est très difficile d'enchaîner sur un Tour d'Italie complet et un Tour de France. Donc moi, je pense que Yates, grosse craquante sur ce Tour de France, même si nous, ça fait un peu rêver sur le Tour d'Italie. Et j'ai un peu du mal à le voir bien se placer. Donc Jorgensen côté à 100, je comprends. Simon Yates côté à 100, j'ai vraiment du mal. Moi, je pense qu'il sera juste équipier en montagne, mais j'ai du mal à le voir faire mieux qu'un fond de top 10, parce qu'à mon avis, il sera cramé par le Giro, tout simplement. Côté à 150 ensuite, on a pas mal de coureurs, mais 150 c'est beaucoup. On a Ben O'Connor. Ben O'Connor, je suis vraiment désolé. Je le trouve pas du tout rassurant cette année. Donc j'ai du mal avec lui, Ben O'Connor. L'an dernier sur Decathlon, il était sur dans l'équipe Decathlon, il était très malin. Il arrivait à bien se positionner sur les grands tours pour faire des beaux résultats. Là, il fait un début de saison compliqué. Son meilleur résultat, c'est septième sur le Tour de Suisse avec une concurrence vraiment faible. Et en fait, il n'arrivait pas à suivre à la pédale. Donc, c'est un coureur de grand tour, Ben O'Connor. 29 ans, il est en pleine maturité.
J'ai du mal à croire en lui, malheureusement. Côté A150, on a Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez, c'est un peu dans la même veine que Ben O'Connor. Ben O'Connor, il est un peu plus âgé, mais Carlos Rodriguez, c'était un grand espoir du cyclisme espagnol. Il fait un Tour de France 2023, si je dis pas de bêtises, exceptionnel, qui finit à la cinquième place. En 2024, dixième de la Vuelta, septième du Tour de France, mais on l'a pas beaucoup vu. Et il fait un début de saison cette année assez compliqué. Donc neuvième du Dauphiné, un peu anonymement. Sixième du Tour de Romandie. Euh, ouais, top 10 peut-être pour Rodriguez, mais encore une fois à l'arraché. Donc là, il y a quand même une différence de niveau entre les coureurs dont on a parlé précédemment. Et c'est Ben O'Connor, c'est Carlos Rodriguez. Côté A150, on a aussi Enric Mas. Enric Mas, il est un coureur très versatile aussi. Donc ça sera. Il peut faire aussi bien cinquième que 35e. Là, il fait un début de saison anonyme aussi. Deuxième du Tour du Pays Basque derrière Almeida, mais c'était pas une course avec beaucoup d'adversité. Troisième du Tour de Catalogne, ça c'était déjà un peu plus stylé. Septième du Dauphiné. Donc ce qu'il faut se méfier avec Enric Mas, c'est qu'il est prévu sur la Vuelta. En général, le Mas bide sur le Tour de France et très fort sur la Vuelta. Donc comment est-ce qu'il faut appréhender Enric Mas, je ne sais pas. Il fait cinquième et sixième du Tour en 2020 et 2021 et depuis plus rien, alors qu'il y a participé tous les ans. Donc, bah, jeter une pièce en l'air et puis regarder si Enric Mas va faire top 5 ou top 30. Et je peux pas vous dire mieux que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera le leader de la team Movistar. Il y aura des mecs comme Rubio, Romeo, Romo pour l'épauler. Mais je pense qu'on va plutôt aller chercher les victoires d'étape pardon, pour la Movistar. Et donc le positionnement de Enric Mas, une belle énigme, mais on verra ce que ça va donner. Ensuite, côté à 150, on avait donc O'Connor, Rodriguez, Mas, et on a aussi Félix Gall. Félix Gall, le grimpeur de la Décathlon, Décathlon donc qui sera avec Gall comme leader. Ils n'ont pas encore annoncé leur équipe. Ce qu'on sait à peu près, c'est qu'il ne devrait pas y avoir Dorian Godon, qui est le nouveau champion de France. Gall qui a fait plutôt un beau Tour de Suisse. C'était le deuxième meilleur grimpeur derrière Almeida. Il perd du temps sur la première étape, ce qui lui vaut cette quatrième place au général, mais je pense qu'il aurait dû finir deuxième ou troisième. Ça se joue à peu près avec Conley. Un Tour des Alpes un peu décevant, mais c'est un coureur de grand tour aussi, Félix Gall. L'an dernier, il a fait le Tour de France, il a fait 14e, c'était un peu décevant, alors qu'on sait qu'il a fait 8e en 2023, en gagnant une belle étape bah, à la Lose, si j'ai pas de bêtises. Donc j'ai peut-être plus confiance en Gall qu'en O'Connor, mais ça peut jouer en top 10, disons. Mais c'est aussi assez compliqué de se prononcer sur ce coureur. C'est pas des coureurs avec beaucoup de certitude. Et ensuite, Mathias Kelmose, qui est coté à 150, lui, il a plus de certitude. C'est plus facile à dire. Donc Skelmose qui devrait être le leader pour le général de l'équipe Lidl Trek. Elle n'est pas encore totalement annoncée, mais a priori ça sera plutôt autour de Jonathan Milan pour les sprints. Et donc Skelmose en électron libre pour la montagne. Skelmose qui a fait un début de saison où il s'est fait une blessure, je crois, sur les Ardennaises. Il a gagné l'Amstel, ça c'était formidable. Et ensuite on l'a plus trop vu. Là il est revenu pour gagner la classique en Andorre, là, qui vient d'être créée. Il arrive sur le Tour de France en n'ayant jamais fait de top 10 du Tour de France. Il avait participé en 2023, il avait fait 29e. L'an dernier, il avait fait un Tour d'Espagne assez consistant, où il avait fini 5e au général. En suivant, il a jamais mis une seule attaque. Là, je pense que Skelmose sera dans le top 10. C'est à peu près certain. Et c'est à peu près certain qu'il va pas attaquer. À moins qu'il y ait des très gros écarts au général et qu'ensuite ça soit à la foire, à la saucisse dans les dernières étapes de montagne. Mais Skelmose, c'est le Godu danois. C'est effort curseur tout du long. Et puis, on verra jusqu'où on peut aller. Même si la première semaine pourrait bien lui convenir, il y a des arrivées punchy. On sait que c'est un coureur assez punchy. Mais je pense qu'il sera de manière assez sûre dans le top 10, Skimose. Donc c'est pour ça qu'il est coté à 150. Peut-être un peu plus de certitude qu'un Ben O'Connor ou qu'un Félix Gall, mais un peu moins qu'un Carlos Rodriguez. Je sais pas, difficile à dire. Et puis ensuite, après, les autres potentiels vainqueurs, c'est très loin. On a Lenny Martinez qui est coté à 250. Lenny Martinez, donc, qui est annoncé sur le Tour de France, aux côtés euh, de Santiago Buitrago. On verra qui sera le leader. Buitrago, il a fait 10e du Tour de France l'an dernier. Il peut viser un top 10, mais il fait un début de saison bizarre.
Et Martinez, je voulais quand même en parler, mais il faut qu'il vise les étapes très clairement. Il est bien mieux préparé pour ce Tour de France que ce qu'il n'était l'an dernier, où il était clairement trop jeune, clairement arrivé avec trop de jours de course. Là, il a une préparation un peu plus ciblée sur le Tour de France, parce que l'an dernier, en fait, il n'aurait pas dû y aller, tout simplement. Ce que nous a montré Martinez quand même sur les courses à étapes d'une semaine cette année, c'est pas très rassurant pour un classement général. Il gagne une étape sur le Dauphiné, mais il fait 28e au général. Il gagne une étape sur Paris-Nice, mais il fait 24e au général. Et ben, je vous donne dans le mille. Il va gagner une étape sur le Tour de France et il va faire 26e au général. J'exagère un peu. Il y a le Tour de Romandie où il fait un très bon classement, deuxième derrière Almeida. Devant pardon, des mecs comme Vine, Fortunato, que devant Evenpool, mais Evenpool qui est un peu bizarre sur le Tour de Romandie. Euh, je pense que Lenny est encore trop jeune pour jouer un classement général. Donc moi je l'attends plutôt sur les victoires d'étape. Voilà, donc on a passé les principaux leaders en revue pour ce Tour de France. Il y a vraiment un noyau dur de 4-5 coureurs très très solides. Pogacar tout en haut, Vingegaard un peu en dessous, Remco très loin. Et ensuite, il y a un espèce de Almeida, Jorgensen, Lipovic, Roglic qui traînent là. Euh, et ensuite, derrière, il y a tous les gars qui étaient cotés à 150 qui peuvent viser un top 10. Donc, moi, je vois quand même une victoire de Pogacar, mais je me mouille pas trop, devant Vingegaard, devant Remco. Je suis à peu près certain qu'on aura le même podium que l'an dernier. La place d'Almeida, bah, c'est très possible qu'il fasse quatrième comme l'an dernier. Et ensuite, derrière, c'est la grande inconnue, autour de l'état de forme de Roglic, autour de la possibilité pour Lipovic de tenir le général sur le long terme, autour de la place de Jorgensen. Est-ce qu'il sera vraiment capable de jouer un top 10 en étant au service de Vingegaard? Et ensuite, tout un amas de coureurs pour jouer potentiellement le top 10. Euh, mais je pense qu'on n'aura pas de très grandes surprises sur ce Tour de France. Il y a peut-être, j'en ai pas parlé, il y a aussi Tobias Alland Johansen dans l'équipe UnoX. Sur Winamax, il est coté très très loin. Je pense qu'ils l'ont même pas pris en compte pour l'instant. Il est coté à 750. Je trouve que c'est beaucoup trop. Je pense que c'est un coureur qui peut viser un top 10. On a vu qu'il avait fait un super critérium du Dauphiné conclu à la cinquième place. Donc à 25 ans, c'est peut-être l'année de la maturité pour Johansen, qui peut peut-être faire un top 10. Mais ouais, il sera à peu près dans le pool qui va jouer les top 10. Mais donc pour la victoire sur ce Tour de France, Vingegaard sera le grand gentil et Pogacar le grand méchant cette année. Parce qu'on en a marre de Pogacar qui gagne tout le temps, même si c'est le plus fort, c'est bien normal qu'il gagne. Là, on aimerait bien un peu notre d'adversité, donc je pense qu'on sera un peu tous derrière Vingegaard cette année. Vingegaard qui aura le beau rôle, on espère vraiment qu'il sera capable d'aller titiller Pogacar parce qu'on veut un duel au plus haut niveau tout simplement. Et je pense qu'Evenpool sera un peu trop faible, mais comme je le disais, il sera en jaune en première semaine, ça fait pas trop de doute, donc ça sera quand même un beau Tour de France pour lui, j'espère. Il faut quand même dire une chose, c'est que le Tour de France, c'est une épreuve très, très longue, très difficile, et on a vu qu'il y a beaucoup de montagnes. Il peut se passer énormément de choses, des chutes, des défaillances. Donc, on a parlé de beaucoup de coureurs pour le top 10, même pour le top 3. Sachez qu'ils ne seront pas tous à l'arrivée. Donc, ça sert à rien de faire un top 10 en disant je mets celui-là au-dessus de celui-ci, etc. Il y a dans tous ceux que vous allez citer pour le top 10, il y en aura bien deux ou trois qui vont abandonner. Ça peut être même Pogacar ou Vingegaard, je pense pas, hein, mais ça peut être eux. Donc, il faut jamais se fermer de porte comme ça. Un grand tour, c'est vraiment incertain. Sur le Tour d'Italie, on disait que les deux favoris c'était Roglic et Ayuso. Au final, les deux ont abandonné. C'est Simon Yates que personne n'avait cité qui a gagné. Et c'est Del Toro qu'on pensait être un trop jeune pour aller briller, qui a fait un Tour d'Italie tout simplement incroyable. Donc je pense qu'on a quand même pas mal de certitudes sur Pogacar et Vingegaard, sur Evenpool aussi. Mais une surprise est toujours possible. Un dernier petit mot quand même pour parler des chances de nos Français pour un classement général. On disait donc Lenny Martinez, qui est peut-être la meilleure chance pour faire un classement général, mais moi j'ai quand même peur qu'il explose. Je pense que Vauquelin va pas jouer un classement général non plus. On sait que Godu s'est retiré, Bardet est en retraite. Peut-être que la meilleure chance pour un bon classement général, c'est Guillaume Martin. Guillaume Martin qui fera, je pense, top 13 et qui sera peut-être le meilleur français de ce Tour de France. On verra aussi qui sont sélectionnés côté AG2R, mais je pense vraiment que Guillaume Martin, c'est notre meilleure chance pour le classement général. C'est pas très rigolo quand on dit ça, mais c'est un coureur solide, Guillaume Martin, et il va encore pas gagner d'étape, mais je pense qu'il va faire un top 13. Donc voilà, à suivre.
J'espère que cet épisode vous aura plu. On se dit dans la semaine prochaine, au cours de la semaine, peut-être 2 3 jours avant le départ du Tour de France pour une preview de la première semaine. Et puis d'ici là, préparez-vous bien avec cette chaleur. Ça annonce un été très chaud sur le Tour de France. J'espère que cet épisode vous aura plu. Salut!